Oh, say, can you see? On revient sur l'Europe, Oui. parce que là on dévie un peu. C'est intéressant aussi. Oh, bon, on va y revenir, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage de notre format. Est-ce que l'Europe a été fondée sous influence américaine pour faire un débouché pour le marché américain? Alors, Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée, infiltrée par des éléments extérieurs américains pour influencer les décisions de l'Europe? du temps de Delors, non. Maintenant, oui. Mais, il faut lire les mémoires de Monnet. Les mémoires de Monnet expliquent ceci. En 1949, les Anglais sont allés au département d'État. Et moi, je le sais par Harlan Cleveland, qui était en train de préparer le plan Marshall. Il était responsable du plan Marshall pour l'Europe. Enfin, bon. Et le type me dit, Harlan Cleveland, on a reçu les English d'abord, qui nous ont dit Commonwealth, 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 marché, marché, marché. Et puis, la semaine suivante, on a reçu Monnet et Schuman, et on s'est dit, it's better. It's better. Et donc, les Anglais furieux, mais furieux sur les Américains de ne pas avoir été acceptés et de voir que c'est quand même l'autre projet de Schuman et Monnet qui est accepté. Bon. Alors, il y a autre chose aussi. Le 9 mai 50. 1950. Oui, 1950. Monnet s'amène chez Adenauer. Et Adenauer le laisse parler pendant 1 heure et puis lui dit « Monsieur Monnet, je vous attendais depuis plusieurs années. Je suis intéressé par ce que vous dites, mais je vais vérifier que votre gouvernement vous soutient. Si c'est vrai, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous trouverai des Allemands de très haute qualité pour travailler au niveau européen. » Et Monnet, qui est un athée de bon ton, dit « Cette journée fut magique, je dirais presque spirituelle. Point. » Il a touché un chèque? Non. Non, il vendait du cognac, il s'en foutait. L'Europe de maintenant, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, Ça a été un petit peu passé l'Europe qu'on en force, avait non? pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. TAFTA. Tout est faux. CETA. Mais, qui a écrit les traités, c'est quand même nous, il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle? Il y a bien pire, l'article 123. Ça dit? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrits. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article Ça va, je suis 123. rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est C'est... asservir les peuples par la dette? Oui, Pourquoi personne ne le dit? je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça.
C'est Faut y beau, avoir. c'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir? Bon, nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. En quelle C'est année? marqué. Qui s'appelle, en français, Non à la toute-puissance des banques. Il y a un tout petit sous-titre, Rapport du Parlement européen, du Club de Rome au Parlement européen sur la monnaie. C'était quelle année? 2013, 2014. Tu sais ce que ça veut dire? Si on a servi les peuples par la dette. C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser, et Alors, c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. ce qu'on a fait avec la Grèce, tout faux. Parce que Delors, du temps de Delors, quand les Espagnols sont entrés, les Portugais et les Grecs, on a dit « Ah, ils ont des dettes énormes. » Très bien, très bien. Et Delors a dit « We give money. » Nous donnons de l'argent, nous ne prêtons pas. Pourquoi? Quand tu vois la gestion du franc français à Bercy, chaque année, on fait les comptes. L'Ardèche est en dessous de zéro. La Drôme est en dessous de zéro. Bon, La Corse est en dessous la de Corse zéro. et la Zambèze, la Corrèze. Bon, que fait Bercy? Ben, elle les met à zéro. Et l'empreinte pour eux, sur les marchés. Oui, tout à fait. Mais à 1%. 0,5. Maintenant, ça doit être Tandis 0,5. que si tu dis à la Corrèze d'emprunter sur les marchés, ben, elle va payer 15%. Et donc, Delors a toujours imposé aux chefs d'État qu'à l'intérieur de la zone euro, il faut donner de l'argent, à des conditions. Si tu donnes 100 milliards à la Grèce, ben, ils vont accepter. Par exemple, tu mets comme condition, il faut que l'Église orthodoxe paye ses taxes. Bon. Il n'y a que de l'extérieur que tu peux le faire. Parce que bouger l'Église orthodoxe en Grèce, attends, il faut le faire. Bon. C'est une mafia? Mais tu peux dire, hein. C'est une mafia, l'église orthodoxe en Ben, Grèce? c'est-à-dire qu'ils sont là depuis... Ils ont été la puissance qui a aidé les Grecs à tenir le coup pendant 700 ans de domination turque. C'est un peu comme l'Église catholique en Pologne. Ils font partie de l'identité nationale. Et donc c'est très difficile de bouger à ça. Mais tu peux le dire, écoutez, on vous donne 100 milliards. Mais, next year, l'Église doit payer ses taxes. Et on fait venir l'Église orthodoxe à Bruxelles et on leur dit, écoutez, voilà. Hein. Bon. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais pour ça, il faut construire l'Europe politique. Et nous, imbéciles, on ne l'a pas fait. Donc Delors est parti en disant, il faut construire... On a fait l'euro, mais il faut le guidon politique pour manager cet euro. Bon, maintenant, on fait quoi? Parce que là, il y a... Il faut construire l'Europe politique. Ouais, non, mais d'accord, il faut construire l'Europe politique, mais c'est un peu trop tard quand même. Là, tout le monde réclame des Kaisers, tout le monde veut faire Brexit d'un côté, il y a plus de 50% des Polonais qui se disent, bon, quand même, hein, l'Europe, il y en a un peu marre. Toute Il y a l'Europe de il y a l'Est. il y a une augmentation des nationalismes, Tout à fait. la Catalogne, l'Italie du Nord, les Flamands, Ça me dérange les pas, moi. Basques. Ça, il ne faut pas tout mélanger. Non, mélange pas. La Catalogne n'est pas du tout un mouvement nationaliste. C'est C'est un mouvement pour le... séparatiste, d'autonomie. Oui, non, c'est un mouvement d'autonomie pour le pognon. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse une Europe. Il suffit d'ajouter une petite phrase dans le traité en disant le traité est composé de 28 États membres ou de 384 régions. Ben, donne-moi- La fameuse Europe des régions. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on a créé le comité des régions avec Jacques Delors? Ben, c'est parce qu'on s'est dit, attends, on ne sait jamais. Autant avoir une structure. Et les imbéciles de Catalans ne sont même pas allés au comité des régions, qui leur a donné la salle de presse, tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont même pas pensé. Bon. Donc c'est quoi l'Europe politique? C'est quoi créer l'Europe politique? C'est d'abord la gestion de l'euro. Il faut beaucoup de force politique pour dire merde aux Allemands. Et ça, il faut une structure politique. Et pour dire, attention, à la fin de l'année, nous ne prêtons pas d'argent aux gens qui sont endettés, mais nous leur donnons avec des conditions. Attends, si tu reçois 200 milliards d'euros, tu peux accepter quelques conditions.
200 milliards, ça fait beaucoup quand même, non? Mais oui, mais attends, le trou de la Grèce, c'est ça, hein? Et le trou de l'Europe, il est à combien? Je sais pas. Mais attends, quand il s'agit de rembourser les banques, ils ont trouvé 700 milliards en 2 jours. Le LTRO, le quantitative easing, et je t'en passe les meilleurs, c'est ça? Et évidemment, c'est ce que les Allemands ne veulent pas. Enfin, le type dans son wheelchair, là, ils veulent absolument pas. C'est créer des bonds européens. On fait des bonds européens et on fait de la dette. On fait des bons du trésor, comme font les Américains. Oui, donc les Américains, ils font de la dette. D'accord. Maintenant, les petits bonds américains... Dans 30 ans, il est possible qu'on ait un système monétaire, parce qu'on va monter de niveau de conscience, qu'on ait un système monétaire où il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Ça, c'est possible. Alors, tu parles de niveau de conscience. J'adore cette phrase. À vous croire, un critère de sélection, pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, je ne sais pas s'il faut aimer ou pas la blanquette de veau, mais il faut savoir qu'il y a des rapprochements très intéressants qui se passent en ce moment. Et surtout, on va avoir véritablement ce qui se passe en Europe avec quelqu'un qui a fait un essai magistral, qui vient de sortir, Philippe de Villiers. On va écouter. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Les donneurs de leçons, écoutez, il s'est passé quelque chose d'intéressant, là, ce week-end. L'ancien président Nicolas Sarkozy, qui, chacun sait, est d'origine hongroise, a rencontré à Budapest le premier ministre hongrois Viktor Orban. Eh bien, lui, c'est l'exception qui confirme la règle peut-être, a adressé des louanges à celui qui est devenu persona non grata au sein du groupe PPE au Parlement européen. Et oui, Viktor Orban, comme chacun sait, trop de droite, beaucoup de gens le traitent de dictateur, on ne veut pas de lui au PPE, justement, au Parlement européen, les républicains ne savent pas quoi faire là-dessus. Eh bien, Nicolas Sarkozy, qui est quand même un animal politique, qui n'est pas né de la dernière pluie, quand même, à part président de la République, il a fait beaucoup de choses, il a une carrière politique tellement longue, eh bien lui, comme par hasard, eh bien, il est allé, il a reçu, si vous voulez, Viktor Orban l'a reçu, et il dit, Nicolas Sarkozy, on essaye de faire de la différence une force, c'est pour ça que je suis aux côtés de Viktor et du Fidesz. Et il s'adresse directement à Viktor Orban, l'Europe ne doit pas être sectaire, personne n'a de leçons à vous donner. Quand on a des frontières, on doit les défendre. C'est ce qu'il a dit d'après le magazine La Correcte, d'après le site. Nicolas Sarkozy a dit, quand on a des frontières, on doit les défendre. Donc, Sarkozy qui va au secours de Viktor Orban. C'est quand même assez hallucinant. C'est intéressant de savoir pourquoi Sarkozy ne fait jamais les choses par hasard. Qu'est-ce que ça signifie? On va en parler. Et puis, ça signifie aussi que l'Europe est vraiment non seulement un cheval fou tiré par quelques marionnettistes à la dérive, mais quelque chose où on ne sait plus où on est. Et aujourd'hui, à l'heure où le président chinois est reçu par le président français. On se rappelle qu'il n'a pas hésité de signer des accords bilatéraux avec l'Italie de Salvini. Et l'Europe, effectivement, est un drôle d'État. Mais ça, on va en parler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on reçoit votre invité André Berkoff, Philippe de Villiers, ancien ministre, ancien président du NPF, fondateur du Puy du Fou et auteur de J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu aux éditions Fayard. Bonjour Philippe de Villiers. Écoutez, on est content de vous voir pour diverses raisons, mais surtout parce que aucun de vos livres, ça il faut le dire, ne rencontre une indifférence polie. Pourquoi? Parce que ce sont jamais des livres sans aspérité. Et puis là, alors, vous n'êtes pas allé de main morte. Là, c'est l'Europe. Et alors, vous rappelez quand même, et c'est vrai que quand on lit ce bouquin, c'est quand même, ça fait un certain choc, même si on se rappelle d'un certain Mitterrand, de sa Francisque et de sa poignée de main avec le maréchal Pétain en 1942. Lui n'était pas l'artisan de l'Europe. Mais alors, vous citez Monnet, vous citez Schuman, vous citez Hallstein, et
pour résumer, votre bouquin est évidemment beaucoup plus subtil et votre enquête est beaucoup plus détaillée que cela. Mais enfin, Schuman, disons qu'il avait pour les Allemands, je parle des Allemands de 40, il avait les yeux de Chimène. Et puis Monet, pour la CIA, il avait aussi quelques accointances, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin Einstein également, c'est tout à fait extraordinaire tout cela. Alors Philippe de Villiers, d'abord, vous racontez que c'est Couve de Murville qui vous a dit tirez sur le fil du mensonge et la pelote, la pelote sortira. Qu'est-ce qui vous a amené, je voudrais revenir ça, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ça maintenant? Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que pendant des années, j'ai entendu nos hommes politiques nous expliquer il y a un problème avec l'Europe, c'est une dérive, et on va corriger la dérive. Et puis tout à coup, je suis tombé sur 2 documents. Un qui est la lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, qui lui annonce qu'il a désormais un compte à la Chase Manhattan, et que il y a un premier versement de la Ford Foundation, qui est une correcte transmission de la CIA, $150,000. Et puis après, à son compte personnel, là, sur le compte. Alors, le compte. Alors, une société écran qui s'appelle le Centre de documentation du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Oui. C'est un compte qui arrive, l'argent arrive avenue Foch, chez son beau-frère. Vous voyez, il y a une boîte à lettres. Et là, c'est là que le siège social de cette association, bon, vous avez compris, votre sourire répond. Et alors, ensuite, j'ai découvert 2 choses encore plus incroyables. C'est d'abord la photo de Einstein en officier instructeur en enseignement du national-socialiste, c'est-à-dire commissaire politique. En 1944, il est nommé. Ça, c'est incroyable. Oui. Et donc, en fait, il va être arrêté par les Américains. Il va être rééduqué, on dirait aujourd'hui déradicalisé, oui, pour voilà. ensuite être, après, quand il a été retourné, il va devenir président de la Commission européenne. Mais avant, il est l'architecte du traité de Rome. C'est-à-dire qu'en fait, et je découvre en remontant le fil ou en dévidant le fil qu'en réalité, il a été un des juristes d'Hitler au Capitole en 1938. Il était là. Avec Hans Frank, le futur bourreau de la Pologne, et pour définir Das Neue Europa, du ghetto de Varsovie, voilà, Das Neue Europa, et 25 ans après, il va se retrouver autour de la table comme signataire du traité de Rome. Donc en fait, c'est un juriste nazi. Je publie sa carte. Et pourquoi n'a-t-on rien su? Alors, en fait, le filigrane de mon livre, c'est pas le sensationnel, c'est pas ça. Je veux montrer qu'en fait, le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, une Europe sans corps, une Europe sans tête, une Europe sans racines, une Europe sans âme, une Europe sans frontières, un espace sans frontières, comme on dit. Eh bien, le gène déconstructeur de cette Europe était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Et donc, en fait, pourquoi? Tout simplement parce que Monet, Schuman et Einstein, les 3 pères fondateurs, étaient des hommes fragilisés ou compromis, ou les deux, dans la main des Américains, et que le département d'État américain s'est servi de la guerre froide, a pris prétexte de la guerre froide, pour configurer une Europe à sa main, avec 3 éléments, une commission exécutive, surtout pas un État, surtout pas un super-État, surtout pas une superpuissance, surtout pas une puissance, surtout pas une puissance politique, mais une gouvernance acéphale, ce qu'ils appelaient une polyarchie délibérative, on est en plein dedans avec les lobbies, etc. Deuxièmement, un marché annexe pour écouler leur surcapacité productive. Et troisièmement, l'agrégation. Je pèse mes mots, ils sont de Dean Acheson, le secrétaire d'État. L'agrégation de ces États européens démantelés à un seul ensemble géopolitique américano-centré, CQFD. Et alors justement, le verre était dans le fruit, et quand je dis le verre, et est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, là, il faut le dire, cette espèce d'extraordinaire implosion de l'Union européenne, on le voit tous les jours, encore une fois, je parlais le président chinois qui fait un traité avec Salvini, enfin avec l'Italie de Salvini, et qui s'en fiche du reste, l'Europe ça n'existe pas, donc faisons des traités bilatéraux, ce qui se passe avec la Cour européenne des droits de l'homme que vous suivez, ce qui se passe à tout niveau, la mainmise effectivement, et j'ai retrouvé effectivement des textes formidables aussi de vous-même et de Philippe Séguin, de l'époque, mettant en garde sur où est l'Europe des nations, où sont les nationalismes qui sont importants des nations pour faire une Europe des nations et pas une Europe fédérale. Vous pensez que tout ça était complètement et devait nous amener à ce qu'on vit aujourd'hui? C'est simple. Vous savez que les mémoires de Monet, j'ai découvert que les mémoires de Monet n'étaient pas de Monet. Ils ont été commandés par les Américains, inspirés par les Américains, financés par les Américains. Bon, c'est très grave. Bon, en fait, c'est un mensonge tout ça. Mais il se trouve qu'il y a une phrase écrite de sa main,
sur le manuscrit, chez le même éditeur que moi, chez Fayard. C'est la dernière. Il dit, ai-je assez fait comprendre que l'unification européenne, la communauté européenne que nous créons, n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il veut pas du tout faire une super-nation. Il veut pas additionner les composantes nationales pour faire un super-État. Pas du tout. Ça, c'est le discours officiel qu'on nous tient avec Giscard, Delors, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Non. Il veut, au contraire, il veut faire un marché planétaire de masse avec une gouvernance mondiale. C'est ça son projet. C'est ça leur projet. Et ça, on nous l'a caché. Et en fait, on continue à nous mentir en nous parlant d'une Europe puissance, alors qu'on fait une Europe impuissance qui est devenue une cible, qui est devenue une proie. Les Américains nous considèrent comme une colonie, avec l'extraterritorialité juridique là qui est en train de mettre en cause Airbus. Les Chinois nous considèrent comme un terrain de jeu avec les routes de la soie. Erdogan nous fait payer une dîme léonine pour faire de la rétention de migrants. On lui demande, on le paye pour qu'il bloque sa frontière, vu que des milliards, 6 milliards par an, vu que nous, on est incapables de bloquer la nôtre. Ouais, les puissances islamiques nous considèrent comme un déversoir pour surpopulation, mais quelle est cette Europe qu'on nous avait promise comme une superpuissance? C'est un mensonge, voilà, c'est QFD. Mais alors, Philippe de Villiers, comment vous expliquez justement qu'il n'y ait pas eu, Monnet, Schuman, c'était il y a 50 ans, hein, et plus. Comment expliquer, 60 ans, mais plus, comment vous expliquez, alors il y a eu des tentatives, il y a eu des hommes politiques, je sais, dont vous, dont d'autres, mais comment vous expliquez qu'à aucun moment, ce que vous racontez aujourd'hui, même, je ne parle pas des révélations, hein, je parle du faux, n'ait été au centre des débats de ce qui se passe, puisque ça concerne chaque Français, ça concerne tout le monde. Comment ça se fait que ça a été presque, je dirais, de l'omerta, ça a été une espèce de passage sous la moquette permanent? Bah, tout simplement parce que quand vous n'avez plus la puissance publique, vous avez des puissances privées, légales et illégales, qui obéissent à des allégeances cachées, ce que je montre dans mon livre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de puissance publique. Les élus politiques français, sauf exception, les élus politiques français obéissent à des bureaucraties supranationales qui elles-mêmes obéissent à des allégeances cachées. C'est pour ça que je parle du groupe Bilderberg, très important. Et de tous ces noyaux multinationaux, souvent à base, évidemment, d'entreprises de milieux bancaires et capitalistes, qui en fait veulent détruire les nations, détruire les filiations, détruire les frontières, détruire les États, détruire les législations protectrices des plus pauvres, pour avoir un grand marché planétaire de masse. En fait, le grand rêve du capitalisme mondialisé et de l'islamo-capitalisme, regardez Decathlon, etc., c'est d'avoir un seul marché planétaire. Ça, c'est leur rêve. Et avec une gouvernance mondiale. Notez bien l'évolution des mots de Bruxelles. Vous qui êtes un homme de culture, André Berkoff. Regardez, je prends quelques termes. Le glissement sémantique. Gouvernement, maintenant on dit gouvernance. Vous savez d'où vient le mot? Level gouvernance, la banque. Oui. La banque. Oui. Ensuite peuple, maintenant c'est société civile. Ensuite, territoire, maintenant c'est espace, un espace sans frontières. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mots, loi, maintenant c'est régulation. Vous voyez donc, tous les mots... Il faut que changer les choses, on change les mots. Oui, on change les mots, mais surtout, on a une espèce de machin incroyable qui tourne à vide. D'ailleurs, regardez, vous avez parlé du président chinois. Bon, c'est un sujet que je connais parce que le président de la République a invité le Puy du Fou ce soir à table. Nous sommes parce que les Chinois nous ont appelés en Chine. Oui, pour faire la Grande Muraille. Donc ce soir vous êtes et donc mon fils Nicolas, président du Puy du Fou, sera au dîner de gala, au dîner d'État. À une place de choix, parce que le président Macron considère que le Puy du Fou est un des fleurons français, et les Chinois eux-mêmes ont dit mais nous on veut rencontrer nos amis, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le président de la République qui reçoit le président chinois. Hier, c'était les Italiens, je crois, Monaco, etc. Et où elle est l'Europe? Comme disait Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? Alors il y a Juncker qui sera, j'espère que ça sera le matin pour lui, parce que sinon ça sera plus difficile. Vous allez avoir un show Juncker. Oui, et donc il va venir, mais il vient à Paris. C'est-à-dire qu'en fait c'est fini. Enfin, non mais ce que je veux dire. Est-ce que le président chinois a eu l'idée d'aller à Bruxelles? Non. Non, bien sûr. Donc ça veut dire que ça marche pas. Il y a l'Italie, il y a la France, etc. Voilà. Il y a les nations, c'est tout, voilà. Ouais. Alors l'Europe, franchement, elle n'est pas très bien partie et encore moins bien arrivée. Vous entendez? Oui, 12h42 sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe de Villiers pour son livre J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Édition Fayard, à tout de suite. 90. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on retrouve André Berkoff avec Philippe de Villiers.
Philippe de Villiers, on parle toujours de ce livre qui va être en tête des ventes, et ça ne m'étonne pas. J'ai tiré sur le fil du mensonge, et tout est venu. Mais dites-moi, j'ai lu effectivement un certain nombre de réactions, comme toujours, évidemment, avec vous, et avec ceux qui intéressent, évidemment, les pour, les contre, mais on vous a accusé quand même de complotisme, et effectivement, des fois, je me suis dit, vous parlez de Bilderberg et tout ça, et vous dites, ah, les organismes cachés, il n'y a pas un côté X-Files dans tout ça, Philippe de Villiers, là, la vérité, seule la vérité est absente, etc. Alors, je vais vous répondre, complotisme. Oui. Bon, le mot, il a un sens. Le complotisme, ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes, ce sont des contre-vérités, ce sont des théories. Moi, mon livre, c'est une réponse au complotisme. C'est pas des rumeurs, il y a 111 pages d'archives, dont la plupart sont des archives inédites. Donc, le mot complotisme ne peut pas s'appliquer. Mais je vais plus loin. Ce que j'ai découvert, c'est que l'Union européenne, la construction européenne, depuis 70 ans, elle est ontologiquement conspirationniste. La Ford Connection, vous verrez si vous lisez mon livre, enfin vous l'avez lu, mais je parle aux auditeurs. La Ford Connection, qui est une retransmission de la CIA, c'est tenu au secret. Bilderberg, tenu au secret. La Team Money, tenue au secret. La rue de Martignac, il y a même un juriste sous l'escalier, un lawyer américain, futur secrétaire d'État. Il rédige les statuts de la CECA, le traité de Rome, CETA. Et on le plante, faut pas qu'on sache. Et moi je révèle son nom, George Ball. Et la méthode Money. Money dit, il faut l'opacité. Il faut que, voilà, on dessoule pas un ivrogne avec un verre de lait, donc il faut que les peuples suivent, et pour qu'ils suivent, on va fabriquer des autorités techniques auxquelles on va donner des attributs de puissance publique, et petit à petit, on va démembrer les puissances publiques sans que personne ne s'en aperçoive. Si c'est pas du conspirationnisme, et il y a un de ses amis qui s'appelle Pierre Horry, un ancien d'Uriage de Vichy, qui lui donne la panoplie sémantique du futur traité de Rome, et qui dit, nous étions un commando de conjurés, et notre but était de contourner le Quai d'Orsay au lieu de la souveraineté nationale, Donc en réalité, les Français ont découvert, et d'ailleurs, la preuve que c'est une conjuration, c'est que dès que vous avez un peuple qui vote de travers, comme par exemple la France en 2005 ou le peuple anglais en ce moment, on les rattrape. Ah oui, l'histoire du Brexit, je voudrais qu'on s'arrête voilà, un tout petit peu. Le Brexit, non mais le Vous avez Brexit, vu 1 million de personnes qui descendent, ah là là, on veut plus parler du Brexit, on veut un nouveau référendum, et tout ça. Il y a toute la City, il y a, vous vous rendez compte, le grand patronat anglais. Et ça décane le maire de Londres, mais etc. oui, mais bien sûr, tous les gens qui ont intérêt à faire venir des immigrés à pas cher pour pouvoir casser les prix de la main-d'œuvre, etc. Voilà, toute cette, cette mondialisation financiarisée, etc., anonyme, tous ces gens-là, pour eux, c'est décisif de rester dans l'Union européenne pour pouvoir avoir de l'immigration. C'est ça la question aujourd'hui pour les élites post-nationales des deux côtés de la Manche. En fait, le peuple anglais s'est prononcé. Aujourd'hui, de quoi on parle? On dit, il faut un deuxième référendum. Ah oui. Vous vous souvenez, en 2005, le peuple français a voté à 55%, et on a eu le traité de Lisbonne. Donc, non, il n'y a pas de complotisme. C'est drôle d'ailleurs. Vous savez, les deux critiques. Oh, je suis frappé par l'indigence, tous ces gens-là. Un gars qui est académicien qui s'appelle Éric Roussel. Oh, je le plains. Dans son livre, il dit pas un mot sur les financements de monnaie. Pas un mot. Vous vous rendez compte, il écrit 1000 pages sur monnaie, pas un mot sur les financements. Vous savez ce que j'ai découvert, moi? J'espère que les auditeurs nous écoutent bien et qu'ils sont assis. J'ai découvert que il y avait des versements secrets de dollars. Chaque mot pèse, hein, chaque mot compte. Des versements secrets de dollars pendant 15 ans. Et pas des petites sommes, s'il vous plaît, avec des contreparties, c'est-à-dire des opérations d'influence menées par Schuman, Monet, etc., au service des intérêts américains. On va prendre un seul exemple. La France, de la 4e République, développe une filière, l'uranium naturel. Les Américains s'en aperçoivent, donnent mission à Monet, il y a tous les télégrammes, il y a tous les échanges dans mon livre. Donc on dit pas que c'est pas vrai, de stopper ça, de créer l'Euratom, pour que les Américains puissent garder la maîtrise de la matière fissile. Et donc, en fait, ils donnent l'ordre, je cite, d'entraver la marche vers l'indépendance nucléaire de la France. Ça s'appelle de la haute trahison. Voilà. Et justement, alors revenons aujourd'hui, c'est vrai qu'en tout cas ce livre montre quand même la manière assez extraordinaire, et quand je dis extraordinaire, au trop mauvais extra trait d'union ordinaire dont tout cela s'est passé. Et je voudrais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas opposer deux figures, Philippe de Villiers? D'un côté Juncker qui sera peut-être à table ce soir avec votre fils Macron et Xi Jinping, et de côté Orban, le Hongrois. Orban, le Hongrois, dont j'ai vu, on a dit, il a, comme vous savez, il a proposé notamment pour la démographie hongroise que tout couple, toute famille qui aurait 4 enfants, eh bien serait exempté d'impôt à vie, aurait même une voiture. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, parce que chacun peut faire ce qu'il veut, avoir des enfants ou pas, eh bien on a hurlé presque au fascisme, ce qui est quand même. Et puis à côté, le nomadisme extraordinaire de Juncker et de toute la banque, je ne vais pas citer Moscovici ou d'autres, mais enfin cette espèce de. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas véritablement
simplement, à l'heure de vérité, entre une Europe, celle de l'Est, celle de Salvini, c'est l'autre qui décide, attendez, nation first, et puis les autres qui disent non, nomadisme et mondialisation first. Alors vous avez tout à fait raison. On peut caractériser le fossé qui sépare les deux Europes, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est a grandi à l'Italie et à l'Autriche. On peut la caractériser, cette fracture. Il y a ceux qui veulent faire l'Europe en retrouvant les vieilles nations, donc Orban, et ceux qui veulent faire l'Europe en se passant des vieilles nations. J'ai rencontré Viktor Orban pendant 3h30, et je lui ai dit, mais finalement, quel est le problème entre les deux Europes? Il dit, je vais vous dire, la différence entre Macron et moi, c'est que lui, tous les matins, il se dit, comment je vais faire avec? Je dis, avec quoi? Avec l'islamisation. C'est trop tard. Et moi, tous les matins, je me dis, comment je vais faire sans? Comment je vais faire en sorte que je sois pas dans la situation où est mon ami Macron? En d'autres termes, il y a une Europe qui se veut mondialisée, multiculturelle, la nôtre, celle de l'Ouest, avec des élites qui se méfient de toutes les ferveurs, de toutes les exaltations, parce que ce sont des élites de pays vaincus et qui baignent dans leur névrose, et puis d'autres pays qui, eux, sont des pays vainqueurs, ils ont fait tomber le mur de Berlin, et qui... Et ils ont subi le joug soviétique, ils savent ce que c'est que les dictatures. Exactement. Et alors, attendez, vous dites ça, mais c'est drôle ce que vous dites, parce que je lui ai dit ça, et il a enchaîné, il m'a dit, ah mais vous savez, nous, quand on a été libérés du joug soviétique, et que vous nous avez tendu les bras, nous avions des larmes dans les yeux, parce que nous avions le sentiment de rentrer chez nous. En Europe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous, les traumatisés de la souveraineté limitée, des commissaires soviétiques, nous voyons qu'il y a un impérialisme à l'œuvre à l'intérieur même de l'Europe. Et je lui dis, mais pourquoi on vous reproche de ne pas respecter l'état de droit? Je dis, sans doute parce que j'ai été élu 3 fois démocratiquement, ce qui est de problème, et sans doute aussi pour 3 raisons. D'abord, j'ai mis dans la Constitution le racine chrétienne, Saint-Étienne. Ensuite, j'ai mis qu'un enfant a le droit à un père et une mère. Ça fait hurler Bruxelles. Et troisièmement, j'ai mis qu'un le peuple hongrois, a le droit de protéger sa frontière, qui se trouve être la frontière de Schengen. Voilà ce qu'on me reproche. Donc c'est extraordinaire. Et alors derrière Juncker, il y a son ami, ou plutôt son suzerain, parce que tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monnet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. Il y a une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà. Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au Black Bloc, enfin beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent? 200. Oui. Et ces gens qui nous... 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours. Tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Oui, moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles contre le Gaucho et le Régent. Bon, et puis j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'Agriculture de Chirac, un gars de droite qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit non, faut pas toucher à ça, etc. J'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit oh là là, on fait le vide sanitaire. Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds des partis politiques européens. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux et pas descendre dans la rue et crier on n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus. Orban, il a raison. De toute façon, c'est fini. Le mur de Maastricht va tomber. Vous savez pourquoi il va tomber? Parce que le rêve de la fusion des nations, le rêve des élites post-nationales, s'est évanoui dans le cœur des peuples. Il s'est évanoui dans le cœur des peuples parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges, la prospérité, la sécurité, la protection, la puissance. Ils nous ont menti. Ça fait 70 ans qu'ils nous mentent. Eh bien, Philippe de Villiers, c'est très simple. À fin mai prochain, dans un peu plus d'1 mois et demi, nous avons rendez-vous avec les élections européennes. Et on va voir qui va l'emporter de la société liquide et des nations en conscience.
Merci Philippe de Villiers. On rappelle que vous publiez J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, édition Fayard. Merci à vous André. Berkoff dans tous ses états. Rendez-vous demain midi. Dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit Tété. Le chanteur se confie de 13h à 14h. Bon après-midi sur Sud Radio. Intéressant. Voici un pays qui, dès la fin du XVIIIe siècle, alors qu'il n'y avait que quelques millions d'habitants, prétend détenir la clé du nouvel ordre des siècles. L'Amérique estime avoir vocation à fixer un nouvel ordre mondial. C'est une pensée typiquement impériale. Alors ceci m'amène à parler de cet article que je cite dans toutes mes conférences et qui me permet d'entrer dans le vif du sujet. C'est un article qui a été publié dans le journal britannique Daily Telegraph, qui est un des meilleurs journaux du monde.
C'est en tout cas The Britain's biggest selling quality daily, le quotidien de qualité le plus vendu au Royaume-Uni. Vous savez que les Britanniques, on porte une grande attention aux journaux, aux quotidiens. Et le 19 septembre 2000, ceux que ça intéresse pourront se reporter, pourront m'écrire éventuellement, on pourra leur faire passer l'extrait, enfin l'article lui-même. D'ailleurs, vous tapez 19 septembre 2000, vous le trouverez sur Internet. Eh bien, il y a eu un article qui constitue une révélation fondamentale et qui a été caché aux Français. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez que l'administration américaine, tenue par la loi américaine, est obligée de rendre publics les documents confidentiels défense du ministère des Affaires étrangères américain après une période de 40 années. Et donc, à l'été 2000, l'administration Clinton, tenue par la loi américaine, a donc rendu publics les documents confidentiels défense des années du 1er janvier 1950 jusqu'au 31 décembre 1969 du département d'État. Et le Daily Telegraph, qui a un des plus grands journalistes britanniques et donc mondiaux vivant actuellement, qui est un vrai journaliste d'investigation, qui n'est pas un plumitif comme la plupart des journaux français qui sont des journalistes aux ordres, lui, il est allé voir et il a rendu compte à ses lecteurs. Il s'appelle Ambrose Evans Pritchard, et voilà ce qu'il a écrit. Il est allé voir les documents déclassifiés, et il écrit « Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Reitinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé, comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, c'est-à-dire American Committee for United Europe, le comité américain pour une Europe unie, provenait des fondations Ford et Rockefeller. Ce sont les méthodes habituelles des États-Unis. Ils ne font pas des chèques signés CIA. C'était par Ford et Rockefeller. Actuellement, on le sait, ça passe par Ford, Rockefeller, mais ça passe aussi et surtout Microsoft, PricewaterhouseCoopers, General Electric, etc. Aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Et regardez ce passage extraordinaire. Une note émanant de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, ce qu'on appelait la CE à l'époque, avant Maastricht, depuis Maastricht, ça s'appelle l'Union européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui conseillaient aux dirigeants de la CE de poursuivre de façon secrète l'objectif d'une monnaie unique européenne. Et cette note précise, cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Et là, vous comprenez vraiment exactement ce qui se passe dans la France contemporaine depuis maintenant des décennies. On empêche tout vrai débat. Pour ça, je suis particulièrement heureux de parler ici devant vous, dans un cénacle universitaire, parce que la grande tradition occidentale, c'est justement d'avoir les vrais débats et de refuser les pensées précontraintes et le dogme. Eh bien ça, cette note recommandait déjà à l'époque d'empêcher tout débat. Nous savons donc maintenant à quoi nous en tenir. Non pas, c'est pas du conspirationnisme, c'est pas des on-dit, ce sont des documents déclassifiés, rendus publics. Donc ce ne sont plus des hypothèses, ce sont des certitudes. Voici les pères fondateurs de la belle idée européenne. Monsieur Robert Schuman. Monsieur Robert Schuman, pour ceux que ça intéresse, je leur conseille de se reporter sur le site UPR où ils trouveront un de mes dossiers sur la vraie personnalité de Robert Schuman, qui est présenté actuellement comme un saint laïque. C'était pas un petit saint, Robert Schuman. Robert Schuman, outre qu'il a été député sous la Troisième République, en 1939, à Vichy, il a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il a signé la fin, la mort de la Troisième République. C'est pas grandiose. Moins grandiose encore, il a été ministre du premier gouvernement Pétain à Vichy. Moins grandiose encore, sans aucun mandat, il est allé rencontrer les nazis dans la ville de Metz, dont il était quasiment originaire, pour aller négocier on ne sait pas trop quoi. En tout cas, en 1944,
André Diethelm, qui était le ministre de la Défense du général de Gaulle, avait dit « on sait très bien à quoi s'en tenir, c'est un collabo ». Et donc M. Schuman a été frappé d'indignité nationale, a failli être frappé d'une mesure dite d'indignité nationale qui l'aurait rendu inéligible jusqu'à la fin des temps. Il s'était d'ailleurs caché dans des couvents en 1944 au moment de l'arrivée des Alliés. Finalement, c'est Charles de Gaulle qui intervint pour lever cette condamnation à la demande du Vatican de Pie XII, puisque Robert Schuman faisait partie des démocrates chrétiens et du MRP. Et au lieu de jouer profil bas, bien pas du tout, il s'est remis sur le devant de la scène et il a été 10 fois ministre des Affaires étrangères sous la 4e République. Nous savons maintenant, depuis le Daily Telegraph du 19 septembre 2000, et qu'il était traité comme un employé par ses parrains américains. On sait également, par des recherches historiques serrées, que la fameuse déclaration Schuman n'a pas été écrite par Robert Schuman. Elle est née dans les services de Dean Acheson, du secrétaire d'État américain de l'époque, et rédigée, transmise en tout cas, par Jean Monnet à Robert Schuman. Jean Monnet, qui, lui, nous n'avons pas les mêmes certitudes officielles sur son appartenance ou son financement par la CIA, mais en tout cas, ce que nous savons, c'est qu'il a passé la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, qu'il a été le délégué de Roosevelt auprès du général Giraud à Alger pour tenter de barrer la route à De Gaulle et favoriser les anciens vichistes ralliés aux Alliés. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais il faut savoir que Roosevelt avait décidé que la France libérée, à partir de 1944, serait dirigée par Pétain et Laval. C'est la réalité. Et donc, c'est une histoire qui est évidemment secrète, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais relisez les mémoires de guerre de De Gaulle. Et De Gaulle disait de Jean Monnet que c'était un malade avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre « C'était De Gaulle », ce sont les confidences de Gaulle à Perfit, paru chez Fayard en 1997, tome 2, page 214, pour les amateurs de précision. Nous savons donc que le Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, qui était un chrétien-démocrate, lui aussi était financé par la CIA. Nous savons que le mouvement européen, du moins jusqu'au 31 décembre 1969, était financé par la CIA. Et depuis, le mouvement européen continue d'exister. Il a appelé à voter oui à la Constitution européenne. Quelles sont les sources de financement du mouvement européen? On aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Sachez quand même que ce mouvement européen en France, il a des branches dans tous les pays d'Europe, est présidé par Madame Sylvie Goulard en France. Le vice-président de ce mouvement européen est M. Daniel Cohn-Bendit. Alors, en réalité, ces informations que je vous délivre, ces documents déclassifiés, n'ont en réalité pas appris grand-chose aux gens qui simplement s'intéressent à l'histoire et aux déclarations officielles. Parce que quand il suffit d'ailleurs de lire ce que disent les dirigeants américains depuis des décennies pour avoir déjà son opinion sur la question. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? Qui est-ce qui a dit « rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération ». La personne qui a dit ça, c'est le général Dwight Eisenhower, américain, qui était à l'époque le commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, qui fut élu président des États-Unis l'année suivante, puisque cette déclaration, il l'a faite dans Paris Match du 27 octobre 1951, c'est le Paris Match numéro 136, page 18. Et ceux d'entre vous qui aiment la précision, comme moi, eh bien, vous allez sur eBay, vous tapez Match numéro 136, 1951, vous le trouverez, ça circule. Vous trouverez ça, vous achèterez ça quelques euros et vous lirez directement la longue interview de M. Eisenhower qui précisait dans cette interview aucune décision ne pourrait mieux nous aider, ne pourrait mieux aider les États-Unis dans la tâche que nous poursuivons. Aucune décision ne pourrait plus aider les États-Unis qu'une constitution européenne. Qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit « je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie ». Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. Et la personne qui a dit ça, c'est un autre président des États-Unis, le président Clinton, en visite à Ankara, la capitale turque, le 15 novembre 1999, à l'issue de son entretien avec le président turc
Süleyman Demirel, que l'on voit ici, qui est mort depuis, et le président turc qui fait une espèce de présentation géopolitique de la mer Égée. C'est une dépêche, donc, du 15 novembre 1999, 15h35. Et le président Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». Il est extraordinaire de voir le degré d'asservissement des pays de l'Union européenne qui, devant une ingérence aussi manifeste dans des affaires qui ne concernent pas qui ne devraient pas concerner les États-Unis, n'ont pas réagi. Qu'est-ce que diraient les États-Unis si un président de la République française, je ne parle pas de l'actuel, mais si un président de la République française allait au Mexique ou à Cuba ou au Venezuela et tapait du poing sur la table en disant « Je veux que le Mexique ou que le Venezuela entre dans les États-Unis d'Amérique ». Le gouvernement de Washington rappellerait son ambassadeur à Paris immédiatement. Nous aurions une crise diplomatique majeure et les États-Unis diraient à juste titre que ce n'est pas l'affaire des Français. Donc vous voyez à quel point nous sommes dans un système d'asservissement intériorisé de la part des pays de l'Union européenne. D'ailleurs, qui, dans la même veine, a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui est-ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire, et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux, doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Et la personne qui a dit ça, c'est encore un président des États-Unis, c'est le président George W. Bush, dans son discours à l'Université de Varsovie le 15 juin 2001, où il précise « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Il dévoile au passage le poteau rose. L'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne, c'est la même chose. D'ailleurs, tous les nouveaux États de l'Est qui sont entrés dans l'Union européenne ont tous dû entrer d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. Et là aussi, aucun des États membres de l'Union européenne n'a protesté devant cette ingérence plus que grossière, publique, dans un discours public, de cette ingérence sur les affaires intérieures des États d'Europe. Et puis enfin, qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005? Qui a dit « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement, ainsi que l'Union européenne, de notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante ». La personne qui a dit ça, c'est également un officiel américain, c'est Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine, interrogée en pleine campagne électorale française. Sur le référendum en France, elle était à Vilnius, la capitale de la Lituanie. On la voit ici avec le président Valdas Adamkus. C'était le 21 avril 2005. Appelant donc les Français à voter oui. Le quatrième chapitre, c'est ce que j'appelle le mépris explicite de la démocratie. Il faut savoir que l'ensemble du processus européen est vicié dès l'origine par ses concepteurs, qui sont tous, sauf des démocrates. La personnalité essentielle à avoir conçu le maelstrom dans lequel les États d'Europe sont en train de s'enfoncer, c'est ce monsieur qui est un Allemand, qui s'appelait Walter Hallstein, qui est né en 1901 et qui est mort en 1982. Monsieur Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi. Il a d'ailleurs ici une photocopie, par exemple, d'un document qu'il a envoyé le 30 septembre 1935 à Rostock aux représentants du gouvernement nazi à l'université, puisque sous Hitler, il y avait des représentants du gouvernement qui étaient les personnes qui tenaient l'université, et donc il lui donne son pédigré. En référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare, dans la période de l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est la traduction en français du texte en allemand que je viens de vous montrer, c'est-à-dire après 1918, je fus membre des organismes suivants. Pendant la période j'ai passé en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, le BSNDJ, de l'association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. C'était le formulaire nécessaire pour pouvoir être nommé.
Il a ensuite, d'ailleurs, en 1936, été nommé par le chancelier de l'université de Rostock, sur base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich. Je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler. Rostock, le 18 mai 1936. Alors ensuite, on avance dans l'histoire de l'Allemagne. Le 9 mai 1938, 2 ans après, Adolf Hitler se rend à Rome. Il n'y a pas beaucoup de photos de cette rencontre, j'ai trouvé celle, je vous ai mis celle que j'ai pu trouver. Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer le Duce Benito Mussolini afin de mettre sur pied Das Neue Europa, la nouvelle Europe, dictature européenne qui sera placée sous leur contrôle. Et d'ailleurs pour le plus grand bénéfice des firmes allemandes. Donc le chancelier du Reich, Adolf Hitler, qui d'ailleurs, oui, est encore chancelier du Reich à l'époque, je crois, Adolf Hitler d'un côté et Mussolini se rencontrent, conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe, conviennent donc de réunir des équipes de juristes pour concevoir ce que serait cette nouvelle Europe qui permettra de ligoter les peuples, et de sorte tombe sur l'un des grands juristes prometteurs du régime, M. Walter Hallstein. Du 21 au 25 juin 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État-État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la nouvelle Europe. Ça va mener à ce discours permanent que l'on aura au cours des années 40 sur la nouvelle Europe. L'année historique du grand regroupement de l'Europe. Qui est-ce qui a publié ça? Eh bien, c'est un journal français, publié par Histoire, publié le 1er février 1941, qui rend compte du discours du Führer à Berlin, au Sportpalast de Berlin. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, de la nouvelle Europe, conçue par M. Walter Hallstein. En France, la politique collaborationniste va d'ailleurs gloser sur ces questions. Sous Pétain, on aura notamment des brochures, des documentations sur la France européenne. On voit qu'il s'agit de la construction de l'Europe. L'inauguration de l'exposition La France européenne avec les autorités nazies le 6 juin 1941 à Paris. Et l'on sait également qu'il y aura dans cette exposition, on voit ici les autorités nazies avec le représentant personnel du maréchal Pétain. On voit également dans cette exposition l'avant et l'après, l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. L'ancienne Europe, on la voit ici avec toutes ses barrières nationales. Hier, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. C'est comme ça que c'est présenté. Demain, grâce au chancelier du Reich et au Duce italien, la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler. Il n'y aura plus de frontières, les communications seront faciles. Il y aura des grands axes de communication qui permettront d'avoir enfin un sentiment européen et ça sera favorable au commerce. D'ailleurs, toute la propagande de Vichy consiste à dire qu'il faut imiter l'Allemagne. Je travaille en Allemagne pour la France. Travailler en Allemagne, français, pour rendre la France plus forte. Il faut faire comme les Allemands. C'est extraordinaire. On pourrait presque les ressortir, ces affiches. On avait donc Pétain, qui par ailleurs disait « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» On pourrait mettre d'ailleurs la tête de François Hollande. « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Il se prévaut d'une compétence technique, comme Sarkozy. Le chancelier du Reich développait donc toute une rhétorique. C'était l'objectif, hein. On a tendance à l'oublier. Mais la politique nazie, c'était bien d'avoir Das Neue Europa ist unschlagbar. La nouvelle Europe est invincible. Europas siegt dein Wohlstand. L'Europe se bat pour ton bien-être. Europas Freiheit. Un soldat nazi qui se bat pour la liberté de l'Europe. Échec à l'ennemi de l'Europe, ça c'est une brochure publiée par les autorités françaises sous l'occupation. Les ennemis de l'Europe, ce sont les anglo-saxons, c'est les Anglais, avec un Stuka qui les bombarde. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré ensuite, après 1945, au sein de la CDU d'après-guerre, il devient rapidement le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Il ressort les dossiers qu'il avait préparés en mois de juin 1938. Il co-signe le traité de Rome,
le 25 mars 1957 avec Adenauer, le fameux traité dont j'ai créé l'UPR pour proposer aux Français d'en sortir. Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. C'est bizarre qu'on vous en parle jamais. Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne, le prédécesseur de José Barroso. Il a été le président de la Commission européenne de 1958 à 1967, presque aussi longtemps que Jacques Delors. On a appelé ça la Commission Hallstein. Et dans le cadre de cette présidence de la Commission Hallstein, il présente en 1965 un plan qui prépare l'organisation d'une Europe fédérale. C'est justement contre ce plan Hallstein que Charles de Gaulle va intervenir en mettant le veto immédiat de la France avec la crise de la chaise vide. En France, toute la presse qui est déjà largement dans les intérêts anglo-saxons, brocarde, critique fermement de Gaulle. Personne n'explique, d'ailleurs personne ne le sait en France, aujourd'hui, en Belgique, je ne suis pas sûr que vous soyez non plus très bien informés, quelle était la personnalité de ce type. Comment ce Walter Hallstein, après avoir été un proche d'Hitler, a été ensuite récupéré par les Américains, comme beaucoup d'autres. Puisque les Américains, en fait, ont repris, ont recyclé un certain nombre de scientifiques, nazis, de juristes, de responsables politiques, pour reprendre les bonnes idées du chancelier Hitler à leur profit. De Gaulle a mis un veto, et De Gaulle obtiendra le départ de Walter Hallstein en 1967, après la crise de la chaise vide. Mais comme vous le savez, De Gaulle lui-même n'est pas éternel, il quittera le pouvoir en 69, mourra en 70. Pendant ce temps-là, Walter Hallstein deviendra le président du mouvement européen, dont on sait de façon certaine désormais, depuis l'article notamment du Daily Telegraph du 19 septembre 2000, qui a rendu public les documents confidentiels défense du département d'État américain pendant les années 50 et 60, M. Walter Hallstein a été donc président du mouvement européen qui était, et qui est toujours probablement, une créature financée par la CIA américaine. Voilà donc quelles sont les origines de la construction de ce BINS. Nous n'avons pas affaire à des imbéciles. L'affaire de la fatalité statistique que je vous ai montrée en préambule, il fallait quand même le concevoir. De la même façon que le leurre habituel que l'on affiche devant les populations en disant on n'est pas contre une autre Europe, on n'est pas contre l'Europe, on est pour une autre Europe, il fallait le concevoir, il fallait quand même, c'était assez génial. On a affaire à une structure dictatoriale qui s'impose, et je voudrais en citer un exemple, ou quelques-uns, le SOS du gouvernement grec abandonné. Le 2 novembre 2011, le gouvernement grec soutient à l'unanimité la décision annoncée par M. Papandréou, j'en parlais tout à l'heure. Le Premier ministre Papandréou décide d'organiser un référendum sur le prétendu plan de sauvetage de l'euro et de la Grèce. En fait, il s'agit de sauver les banques. Papandréou annonce qu'il va faire un référendum. C'était en 2011. Je pense quand même que la plupart d'entre vous se rappellent ce qui s'est passé. Si vous ne vous rappelez pas, allez regarder dans les archives récentes. Aussitôt que Papandréou a dit ça, tous les médias occidentaux lui sont tombés dessus. Sarkozy s'est indigné. Le président Barroso a fait part de sa vive préoccupation. Que l'on demande à un peuple son avis s'il voulait ou non être plumé. Donc le gouvernement grec a publié le 2 novembre, devant cette manœuvre de déstabilisation intercontinentale venue notamment des États-Unis, une déclaration solennelle en disant la démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés. Le gouvernement grec, la Grèce, démocratia, demos kratos, le pouvoir du peuple, c'est de là que ça vient. Le pays qui a inventé la démocratie a envoyé un SOS en disant qu'il soutenait la décision du Premier ministre, la démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés. Malheureusement, tout le monde les a laissés tomber. Normalement, le président de la République française aurait dû dire « Stop !» Monsieur Papandréou doit effectuer en effet un référendum. La France aurait été conforme à ce moment-là avec son histoire, avec le pays des droits de l'homme et le pays de la Révolution française. Mais pas du tout. Monsieur Sarkozy a condamné cette opération de référendum. Cette mise en garde d'Athènes, berceau mondial de la démocratie, a été suivie par la démission forcée du Premier ministre Papandréou. Il a été obligé d'avaler son chapeau, de reconnaître qu'il ne ferait pas le référendum, et ensuite il a été obligé de démissionner et remplacé par Lucas Papademos, dont je vous ai donné le pédigré à l'instant même, qui était le type choisi par Goldman Sachs, celui qui avait été à la banque de Boston et qui ensuite a trafiqué les comptes avec les représentants de Goldman Sachs.
C'est donc bel et bien désormais la question de la survie même de la démocratie qui est posée dans toute l'Europe continentale et celle de la lutte contre la dictature conçue par Walter Hallstein. Le 6 août 2012, Mario Monti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce dictateur européiste élu par personne, a invité les autres dirigeants européens à ne pas se préoccuper de leurs parlements respectifs. Il a osé dire, ce type qui n'avait été élu par personne, si les gouvernements devaient se laisser complètement brider par les décisions de leur parlement sans préserver leur espace de négociation, l'Europe risque davantage d'éclater que de renforcer son intégration. Il faut déjà voir comment les parlements eux-mêmes ne représentent pas l'opinion publique. C'est encore trop. C'est encore trop. Cette affaire, cette déclaration qu'il a fait scandale, notamment chez nos amis allemands. Michael Grosse-Brümmer, le chef de l'union CDU-CSU au Bundestag, s'est fendu d'un communiqué, c'est le président du groupe CDU-CSU, en disant la capacité d'un gouvernement à agir revêt une importance décisive en termes de crise, c'est indiscutable, mais cela ne justifie aucunement la tentative de limiter les vérifications parlementaires qui sont nécessaires au niveau démocratique. Il y a même le porte-parole de la chancelière d'Allemagne, M. Georg Streiter, excusez-moi, le porte-parole de Mme Merkel, qui a été obligé de faire à lui-même une conférence de presse en disant les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique. La chancelière a conscience qu'en Allemagne, les textes de loi doivent être soutenus par le Parlement et que celui-ci doit participer à leur élaboration. Il serait bon que l'on revienne à un peu de calme dans le débat. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2012, ce dont je vous parle, c'est le 6 août 2012, est-ce que vous vous rendez compte qu'en mois d'août 2012, le porte-parole de la chancelière d'Allemagne est obligé de faire une conférence de presse pour rappeler que les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique? On en est là. On en est là. J'insiste aussi au passage, je voudrais rendre hommage encore une fois à Olivier Sankara et aux organisateurs de la présente conférence qui honore cette université. C'est que tout débat sérieux et contradictoire sur la sortie de l'Union européenne ou sur l'euro est désormais quasiment, a toujours été, en tout cas en France, est quasiment interdit, en tout cas est interdit de tous les médias. Pourtant, il y a un article, j'en parlerai tout à l'heure, l'article 50 du TU, qui permet de sortir de l'Union européenne. Pourtant, je le disais tout à l'heure, il y a 2 ministres du gouvernement britannique en exercice qui ont demandé la sortie de l'Union européenne. 100 parlementaires britanniques viennent de demander qu'un référendum ait lieu sur le sujet. En France, c'est interdit de toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux, tous les magazines. Interdit, sauf les toutes petites radios, où on veut bien m'inviter pour en parler. L'interdiction de tout débat sérieux et contradictoire sur la sortie de l'Union européenne, à travers toute l'Europe, les médias. Il y a eu ici, d'ailleurs, il y a quelques jours, je me suis permis de faire une saisie d'écran de l'affiche qui vous a été montrée. Eyes on Europe. Oui, on parle l'européen, c'est-à-dire l'américain. Eyes on Europe. L'Europe sous pression populiste, une vraie menace pour l'UE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout débat sérieux sur cette question est systématiquement ravalé au niveau dont je parlais tout à l'heure, des mouvements d'extrême droite. Donc les médias, mais aussi la plupart des relais d'opinion, assimilent toute opposition à la construction européenne à des mouvements qui seraient des mouvements antiparlementaires ou d'extrême droite, donc au populisme. Deuxièmement, ne donne la parole qu'à ces mouvements-là en faussant leur image. C'est-à-dire à la fois, on dit que toute l'opposition se résume à eux, et on ne fait que les promouvoir dans les médias. Et en plus de ça, on travestit leur image. Ici, d'après ce que j'ai compris de cette photo, on voit, semble-t-il, Madame Le Pen, à gauche. On voit Mme Le Pen à gauche et on voit M. BP Grillo à droite, je suppose. Mais en France, le Front National n'a jamais demandé de sortir de l'Union européenne depuis 21 ans. M. Jean-Marie Le Pen est député européen depuis 1984. Ça va faire 30 ans. En cumulé, il s'est fait plus de 5 millions d'euros de rémunération. Sans compter la rémunération versée aux assistants. En 30 ans, pas une seule fois, on l'a entendu prendre la parole pour demander la sortie de l'Union européenne. À différence d'ailleurs de M. Nigel Farage. Lors des élections présidentielles qui ont eu lieu l'année dernière, Mme Le Pen a envoyé, comme tous les candidats officiels, une profession de foi aux frais de la princesse et aux frais de l'État de la République française aux 46 millions d'électeurs. C'est le seul document, la profession de foi, qui va ensuite aux archives nationales et qui fait foi, comme le nom l'indique. Mme Le Pen, pas plus que M. Dupont-Aignan d'ailleurs, n'ont ni l'un ni l'autre évoqué dans ce document décisif la sortie, évidemment la sortie de l'Union européenne puisqu'ils ne la proposent pas, mais même pas l'euro. Si vous avez un doute, allez sur notre site internet, nous avons le scan de ces professions de foi, vous verrez les analyses que nous en faisons, des analyses minutieuses. Et ce que je vous dis là du Front National, je peux vous dire exactement la même chose du mouvement 5 étoiles de l'italien Beppe Grillo.
Allez regarder le programme, la dernière mouture du programme du mouvement 5 étoiles. Il n'y est jamais question de sortir de l'Europe, au contraire, il est pour. Et en revanche, il n'est même plus question de sortir de l'euro. Donc en fait, on voit ici une affiche où on veut vous faire croire que l'Union européenne est menacée par des mouvements qui sont en effet populistes, c'est-à-dire qui ne vont jamais au fond des choses, qui ne vous apportent pas d'argumentation rationnelle, qui surfent constamment sur les indignations de l'opinion publique, y compris reprenant à leur compte des indignations de type xénophobe, etc. Mais qui, le plus fort de tout, ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Ceux qui le proposent sont rarissimes. En France, nous sommes tout seuls. Au Royaume-Uni, ils sont un peu plus nombreux, mais en France, personne n'en parle. Sur TF1 20h, on ne parle pas de ce qui se passe au Royaume-Uni. Les forces de gauche en France ne disent pas un mot sur le dernier communiqué du plus principal syndicat de transport britannique dont je parlais tout à l'heure. Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secret défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman à la fin des années 50 et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne qui a eu lieu en 1941 à Paris au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la Nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965, qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial.